Bienvenue, imprudent mortel. Il y a 15 jours, je vous ai raconté l'histoire de la robe qui tue. Était-elle vraie ou fausse? Bien une fois de plus, je ne peux pas me fier à Instagram pour le savoir. Et je ne sais pas vraiment pourquoi, soit les votes n'apparaissent pas, soit ce n'est plus utilisé. Si ça n'apparaît pas, dites-le moi, parce que là, franchement, il faut que j'y remédie. Mais en théorie, si vous appuyez sur oui ou non, ça devrait se voir. Pour ce qui est des commentaires, là c'est unanime, tout le monde a dit faux. Il y a même une comparaison extrêmement pertinente avec la mythologie, le mythe de Médée ou la tunique de Nessos. Eh bien, c'est exactement ça. Entendez par là que l'histoire de la robe qui tue est fausse, déjà ça, mais en plus elle est extrêmement ancienne. Elle remonte effectivement à la mythologie grecque pour ce qui est de son modèle, pas moins. Autant dire que ça vient de loin. La tunique de Nessos est liée au mythe d'Hercule. C'est-à-dire que, alors qu'il était en voyage de noces avec sa seconde femme Déjanire, celle-ci faillit se faire enlever par le centaure Nessos. Or Hercule, comme vous le savez, avait accompli 12 travaux. Il avait entre autres tué l'hydre de Lerne. L'hydre de Lerne avait un sang qui était un poison violent. Sachant cela, Hercule avait plongé les pointes de ses flèches dans le sang de ce dragon, pensant que cela l'aiderait à tuer ses adversaires, et ça n'avait pas raté avec Nessos. Mais Nessos, c'était un pervers, bien sûr. Pas seulement parce qu'il essayait d'enlever Déjanire. Mais se sentant agonisé, et avant que le héros ne les rejoigne, pour se venger, Nessos dit à Déjanire: « Je n'ai voulu t'enlever que pour t'épargner le chagrin de voir ton époux te quitter, car crois-moi, il est très volage. Et la preuve de ma bonne volonté, c'est que mon sang, je vais te dire un secret, c'est un puissant filtre d'amour. Si tu en prélèves et que si tu en imbibes un vêtement que tu donnes ensuite à Hercule, il te sera fidèle pour toujours. » Déjanire était soit très jalouse, soit trop encline à croire à la bonté naturelle des gens, y compris les centaures, mais elle le crut. Elle remplit discrètement un petit flacon de sang, quand Hercule la rejoignit et ne lui dit rien. Mais, quelque temps après, alors qu'il était occupé à faire le héros à l'autre bout du monde, Hercule envoya en délégation donc chez sa femme, donc Déjanire, toutes sortes de domestiques destinés à lui assurer qu'il reviendrait bientôt. Parmi ses nouveaux serviteurs, il y avait une jeune et jolie femme, et certains mal intentionnés se demandèrent si elle n'était pas la maîtresse d'Hercule. Déjanire eut peur de cela aussi. Elle sortit donc une tunique toute neuve qu'elle avait fabriquée exprès pour son mari, et l'imprégna du sang de Nessos. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en réalité, le sang des centaures est aussi un poison violent, qui s'était là en plus conjugué à l'effet de celui de l'hydre de Lerne. Le résultat fut catastrophique. Quand Hercule reçut la tunique, et qui fut touché par ce cadeau, il l'enfila et aussitôt il eut l'impression de brûler vivant, tant ça faisait mal. Il ne pouvait pas arracher la tunique, elle était comme collée à sa peau. Donc c'était soit s'écorcher vif, soit continuer de souffrir. Une souffrance si grande que même un grand héros comme lui ne pouvait la supporter. Il préférait encore mettre fin à ses jours et pour cela, curieusement, il eut l'idée de construire un bûcher et de s'allonger dessus. Est-ce que brûler n'aurait pas empiré encore la sensation qu'il avait déjà? Je ne sais pas. Toujours est-il que seul un de ses amis eut suffisamment pitié de lui, un certain Philoctète, et qui mit effectivement le feu au bûcher, mettant fin à la vie du héros. Auparavant, Hercule s'était rendu célèbre en faisant partie des Argonautes, c'est-à-dire ce groupe de héros rassemblés sur le vaisseau Argos par Jason, alors qu'il était en quête de la toison d'or, donc dans le mythe de la toison. En Colchide, là où vivait le dragon qui détenait la fameuse toison d'or, Jason avait reçu l'aide de Médée, la fille du roi qui était tombée amoureuse de lui, qui était une grande magicienne. C'était avec son aide qu'il s'était enfui avec la toison d'or, et grâce à sa connaissance, entre autres, des poisons,
Médée avait toujours réussi à favoriser celui qui devint son mari. Mais après quelques années de mariage et 2 enfants, Jason reçut une proposition plutôt alléchante, celui de plutôt se marier à une princesse beaucoup plus riche qui s'appelait Créuse. Jason alla donc dire à Médée qu'il la répudiait, mais celle-ci le prit très mal et lui assura qu'il s'en repentirait. Elle commença à égorger leurs 2 fils pour faire de la peine à leur père et se débarrassa de sa rivale en fabriquant une magnifique robe de mariée qu'elle imbiba d'un poison de sa connaissance. Et la suite, je crois que vous la devinez, quand Créuse reçut sa robe, peut-être elle aussi ne voyait pas le mal chez les autres et ne se méfia pas en enfilant le cadeau d'une rivale. On dit que sa robe la brûla vivante. Elle aurait eu le même effet que la tunique de Nessos. Oui. Après, des poisons qui tuent par contact, ce n'est pas si farfelu. En effet, sous les Médicis, certains poisons pouvaient effectivement agir de cette manière. Et on pouvait aussi en imbiber des vêtements. Mais peut-être que c'est cela qui a effectivement popularisé la légende que vous avez entendue. Sous sa forme plus ancienne, celle qui enfile la robe est victime d'une tentative ratée d'assassinat. Et sa robe lui est volée probablement par des personnes pauvres, mais en tous les cas, cela la sauve d'être enterrée vivante. C'est surtout ça, la chute, qui est terrible. Dans l'ère moderne, la jeune femme est une scientifique victime de sa propre invention, et celle qui lui vole sa robe, une lycéenne désargentée. Bien sûr, effectivement, il est rare qu'il y ait en réalité des gens assez amoureux pour voler les morts. De plus, avouez qu'un produit assez costaud pour maintenir les sens vitaux éteints, tant qu'on a le moindre contact avec, serait vraiment un produit hors du commun, et je pense qu'il n'existe pas encore. S'il existait, je pense qu'on l'aurait déjà testé et envoyé les premiers astronautes aller aux confins de notre univers, et ce n'est pas encore arrivé. Autre bizarrerie pour une légende urbaine, a priori, elle a une morale, comme souvent. Et là, la morale, c'est eh bien oui, il ne faut pas voler les morts, et ni leur manquer de respect. Mais, le twist, c'est que, heureusement en fait, que cette lycéenne agit comme elle l'a fait, parce qu'elle a involontairement sauvé la scientifique ce faisant. Donc oui, c'est une morale tout de même très étrange. Voilà, et je crois que je n'avais encore jamais raconté de légende dont les origines sont si anciennes. Et bravo à tous ceux qui les avaient devinées. J'adore la compagnie des gens culturés. Pour la prochaine histoire, je vous ramène à un cadre beaucoup plus contemporain, en raison d'un événement qui fête aujourd'hui ses 22 ans. Il s'agit du 11 septembre 2001. On a raconté tout et son contraire sur cet événement, y compris pourquoi il avait eu lieu, et qui l'avait vraiment ou vraiment pas provoqué, est-ce qu'il a été monté de toutes pièces, etc., etc., mais je ne partirai pas là-dedans. Je vous rapporterai seulement une histoire voulant que, ce jour-là, la catastrophe ait servi à maquiller un meurtre, bien que ce n'était pas un meurtre prémédité. Alors voilà. À New York, et le 11 septembre 2001, vous avez compris, à 7 h du matin, dans un immeuble de la banlieue de New York, un couple se prépare. L'époux travaille au World Trade Center, plus précisément dans la tour nord, et dans une société située au 95e étage de la dite tour. Sa femme, elle, est à domicile car elle est graphiste. Ce matin-là, le mari prévient qu'il ne faudra surtout pas qu'elle l'appelle ou le dérange en aucune façon, car une réunion très importante est prévue à son travail. Puis son mari se met en route vers 8 h, et sa femme commence elle aussi sa journée de travail sur son ordinateur. Pour se tenir compagnie, comme elle en a l'habitude, elle allume sa télévision et la branche sur CNN, la chaîne d'information permanente.
je crois vous devinez rapidement ce qui est arrivé. C'est-à-dire que, juste avant 9 h, les programmes sont interrompus sur CNN et un présentateur annonce qu'un avion vient de percuter le World Trade Center. L'épouse incrédule se retourne et voit ce qui s'est passé il y a à peine 10 minutes. L'écran lui montre un avion s'écrasant sur la tour nord. Et son sang se glace quand le présentateur précise qu'il s'est écrasé entre les étages 94 et 98 alors que son mari travaille au 95e. Elle se jette sur son téléphone portable, appelle son mari. Pas de réponse. Elle tombe toujours sur la boîte vocale. Elle réessaye une fois, 2 fois, 10 fois pendant au moins une demi-heure. Mais il n'y a rien à faire. Elle tombe toujours sur la boîte vocale. En pleurs, prostrée, la pauvre femme est certaine qu'elle vient de perdre son mari. La suite des événements n'est vraiment pas pour le rassurer. Elle voit l'incendie progresser, elle voit des gens tomber pour éviter le dit incendie en se jetant du haut des fenêtres. Elle a toujours peur de reconnaître son mari. Et en même temps, elle se dit, peut-être qu'il était en retard. Peut-être que l'avion a percuté alors qu'il se trouvait dans une salle de réunion qui était loin de la fenêtre. On ne sait jamais. Elle s'accroche donc à cela pendant une demi-heure. Et finalement, au bout du 10e appel, ça décroche. Et elle entend son mari dire « Allô ?» Elle bredouille. « Oh mon Dieu, merci. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Où es-tu » Et le mari répond « Mais je t'avais dit de pas me déranger. »« Mais comment tu vas? Où est-ce que tu es ?» Et là, le mari répond « Mais enfin, je suis au bureau. Où veux-tu que je sois ?» Là, l'épouse raccroche aussitôt. Elle a compris, sans doute, la même chose que vous et moi devinons. Son mari n'est en fait certainement pas au bureau, impossible que l'événement lui ait échappé sinon. Et donc, il lui ment. Où était-il en réalité? C'est très simple. Ce matin-là, son mari avait en fait appelé son bureau pour se prétendre malade et avait dit qu'au mieux il ne reviendrait que dans l'après-midi. Il n'y a donc pas du tout de réunion d'ailleurs. Ensuite, s'il n'était pas allé au bureau, eh bien, il s'était rendu chez sa maîtresse. Quelques mois plus tôt, son épouse avait découvert son infidélité, mais il lui avait pardonné qu'à condition qu'il jure de plus jamais la revoir. Et il avait juré. Par contre, comme vous le voyez, il n'avait pas du tout tenu sa promesse. Il faisait juste attention à être dans un endroit plausible pour sa femme et cherchait plutôt à se faire porter pâle auprès de son employeur s'il l'utilisait comme prétexte, par exemple. Donc, ce matin-là, à 8 h, il était en fait monté chez sa maîtresse. Ce qu'ils avaient fait entre 8 h et 9 h, j'imagine que j'ai pas besoin de vous raconter. Mais les coups de fil intempestifs avaient fini par les déranger. C'est là que le mari, agacé, car il se souvenait pourtant d'avoir prétendu que ce jour-là, il y avait une réunion importante pour éviter que ça ne se produise, avait fini par décrocher. Et évidemment, la réaction de sa femme lui avait paru pour le moins déconcertante et il ne comprenait absolument pas ce qui lui avait pris. Pendant cette conversation, sa maîtresse s'était levée de son lit et jusqu'ici, elle avait maintenu le store de sa chambre fermé. Précisons aussi qu'elle habitait dans un appartement qui offrait une belle vue sur le World Trade Center. La maîtresse avait voulu fumer une cigarette et pour évacuer donc la fumée ainsi qu'elle en avait l'habitude, elle voulut ouvrir la fenêtre. Elle fit donc remonter son store et sitôt montée, évidemment, elle avait hurlé à son amant « Viens vite voir ça, c'est pas possible !» Déconcerté, il vient près d'elle et voilà, il voit ça en gros. Comprenant décidément rien, la maîtresse allume sa télévision et y voit, comme l'épouse et comme presque tout le monde ce jour-là, un moment plus tôt, ce qui se passe au World Trade Center. Le mari ne reconnaît que trop bien son entreprise
ou plus exactement que l'avion, en tout cas, s'est écrasé au niveau de son entreprise. Et que donc, l'excuse qu'il a sortie à sa femme ne tient plus du tout la route. Il cherche à la rappeler, mais elle ne décroche plus. Il est évident qu'elle ne se contentera pas d'explications par ce biais. Que faire? Pas grand-chose, sinon que notre homme se rhabille et cherche à rentrer chez lui. Ce qui est un petit peu difficile. Je crois que vous l'avez vu aux infos ce jour-là, c'était le souk pour retourner chez soi. Tout le monde avait été évacué, mais en même temps, les voitures ne pouvaient plus circuler, il n'y avait plus de métro, plus rien. Les gens ne savaient pas où aller, avaient peur qu'un avion leur tombe dessus. Bref, rentrer chez soi, ça pouvait prendre des heures. Pour être précis, notre homme avait eu besoin de près d'1 heure et demie pour rejoindre son appartement. Pendant ce temps-là, non seulement un second avion avait eu le temps de frapper la seconde tour, mais cette dernière s'était effondrée à 10h du matin. Finalement, il était presque 10h30 quand l'époux rejoint enfin son appartement. Il ouvrit la porte et... oui. Le téléviseur était toujours allumé et à quelques mètres de là, sa femme était assise dans le canapé, une expression déterminée sur le visage et un pistolet à la main. Au début, son mari ne comprit pas, il crut qu'elle voulait mettre fin à ses jours. Il lui dit « Non, fais pas ça, écoute, je peux t'expliquer. » Et elle répondit « Il n'y a rien à expliquer. Tu étais allé la voir, je suis sûre. » Et ça, il ne pouvait plus le nier. « Et tu m'as promis de plus jamais la voir. Et tu m'as menti. » Et là, à la grande horreur de notre homme, sa femme pointa le pistolet dans sa direction à lui. Alors il dit « Ne fais pas ça. Tu vas passer toute ta vie en prison sinon. » Elle répondit « Je préfère passer encore ma vie en prison qu'auprès d'un menteur. Et puis de toute façon, t'es mort. Tu es déjà mort, rappelle-toi. » Elle tira et le tua. Quelques secondes plus tard, la tour nord s'effondrait, comme on pouvait le voir à la télévision. Elle s'effondrait avec quasiment tous les collègues de cet homme. On dit que presque aucun n'en réchappa. Et il fut effectivement compté parmi eux. Mais est-ce que tout cela est vrai? Et si c'est vrai, comment on sait? C'est une bonne question, hein? Alors comme d'habitude, je vous invite, je vous assure que vous le pouvez, à voter sur Instagram pour me dire si cela est vrai ou faux. Vous pouvez aussi le dire en commentaire, pas besoin de long discours, écrivez juste vrai ou faux, si vous le souhaitez. J'espère que cette histoire vous aura intéressé, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, un prénom mortel.